bienvenue dans ce cours un peu spécial. En tant que joueur d'échecs, vous aimez vous triturer le ciboulot, c'est un fait. Là, vous allez certes réfléchir, mais on va aller bien plus loin. Je vais le répéter pour quasiment toutes les vidéos, n'hésitez pas à visionner plusieurs fois les vidéos. Vous avez la formation, prenez votre temps. Il y a parfois pas mal de choses dans une même vidéo, donc c'est magnifique, vous appuyez sur le bouton et je vous reparle. Bref, donc voilà, idéalement un premier visionnage pour avoir une vision d'ensemble et comprendre où je souhaite vous amener. Une deuxième fois en faisant les exercices proposés. Et puis, si vous sentez que vous avez besoin d'un rafraîchissement, hop, à nouveau un visionnage. Ceci étant dit, j'adore les histoires. Donc commençons par une anecdote. Magnus Carlsen, actuellement en 2021, toujours champion du monde. Mais là, nous sommes en 2013. Il n'est pas encore champion du monde. Il joue contre Vishy Anand, un Indien redoutable, lui, qui est champion du monde. C'est le match pour le championnat du monde 2013. Magnus Carlsen, même pas 23 ans, contre Vishy Anand. Alors, Vishy Anand, c'est le boss de la préparation par ordinateur. Lui, dès le début de l'informatique avec les échecs, il est à fond dessus. Il est approché par des grandes entreprises de logiciels d'échecs. Bref, il adore bosser avec ça. Il a toute une équipe de grands maîtres autour de lui qui fait tourner des ordinateurs surpuissants. Il faut imaginer, hein, là on est en Inde, le match se passe à domicile pour Anand. Dans son hôtel, il a un appartement réservé pour ses entraîneurs avec des ordinateurs. Voilà, il a accès aux versions encore en développement de logiciels. Bon. Et comme en plus, il joue à domicile dans sa ville natale, Chennai, en Inde, quelque chose comme ça. Voilà, il est vraiment chez lui. Magnus Carlsen, c'est Carlsen. Il est jeune, donc quasiment 23 ans. C'est son premier championnat du monde. Et il joue à l'intuition. Alors l'avantage de l'intuition, c'est que c'est le mode le plus efficace pour prendre des décisions. On considère que 95% des pensées que l'on a pendant une journée sont inconscientes, ne passent pas le filtre de la mémoire. Donc voilà, la plupart du temps, nous avons des pensées en mode automatique. Et c'est pour cela d'ailleurs que vous pouvez rouler une voiture tout en discutant de votre chat, tout en pensant à votre grand-mère et ne pas faire d'accident, normalement. L'intuition, c'est donc un mode qui permet de faire passer une partie de la réflexion en arrière-plan, sans en avoir conscience. Mais, on ne peut pas contrôler son intuition. Si vous êtes, par exemple, en état de choc, si vous avez appris une nouvelle qui vous bouleverse, ça va être difficile de conduire votre voiture. Il va falloir vous concentrer nettement plus. Vous n'allez pas pouvoir basculer dans ce mode automatique. Donc Carlsen commence le championnat du monde en état de choc. Il joue habituellement avec l'intuition. Il y a plein de choses, il n'en a pas conscience. L'intuition, ça se travaille. Il l'a beaucoup travaillé. Mais là, il est en état de choc. Imaginez, le premier championnat du monde et puis à 22 balais, quoi. Donc, son intuition fonctionne mal. Les 4 premières parties se soldent par un match nul. C'est pas qu'il joue mal, mais c'est pas du grand Carlsen. On peut même dire qu'il subit. Et ça se voit dans son comportement. Il arrive en avance face à l'échiquier. C'est une chose rare pour lui. Il est plutôt du genre à arriver à la dernière seconde. Il fait tomber son stylo. Au moment de noter les coups, il bouscule ses pièces, il les ramasse. Voilà, c'est un peu comme si Lionel Messi, il trébuchait au moment d'entrer sur le terrain. Bien sûr, ça peut arriver, mais ça inspire pas confiance. Bon, ça commence mal. Ce n'est plus Carlsen, en fait, qui joue. Mais c'est juste un gosse de presque 23 ans qui subit. Le championnat du monde se déroule sur plusieurs jours. Ça peut aller jusqu'à 21 jours. À partir de la 5e ronde, du 5e match, tout change. On retrouve le Carlsen que le public connaissait. Il arrive moins d'1 minute avant le début du match, sachant que pour le championnat du monde, 1 seconde de retard, c'est foutu. La partie est perdue. Donc, imaginez, il y a les caméras du monde entier, il y a le public derrière une vitre qui regarde Anand, champion du monde, une quarantaine d'années, bien posé, et son adversaire n'est pas là. Il reste 1 minute, l'arbitre regarde, et puis là, Carlsen rentre dans le bâtiment, bouscule les journalistes, bref. Voilà, c'est magnifique, c'est du Carlsen, c'est cet ado adulte. Voilà, bon,
Et il joue avec assurance, il est à nouveau en mode beau gosse mannequin. C'est le début de la descente aux enfers pour Anand. Il va perdre son titre. Alors que s'est-il passé? Pourquoi Carlsen est passé d'un beau gosse mannequin, comme il avait l'habitude de jouer, avec son air, etc. Regardez les vidéos de lui, c'est assez drôle, à un gamin, finalement, de 22 ans, pour retrouver à nouveau son assurance. En fait, après la 4e ronde, Carlsen s'est reconnecté à ce qui l'animait. Et ça tombe bien, c'est le sujet du cours. À ce grand pourquoi, à son cloud, à sa grande raison. Qu'importe comment on peut l'appeler, il y a encore plein de noms. Voilà, pendant la journée de repos, donc entre la 4e et 5e ronde, il y avait une journée de repos. Sa famille est venue lui rendre visite, son père, ses sœurs, il a chanté, il a lu des bandes dessinées pour enfants, il y a un documentaire qui s'appelle Magnus, c'est filmé, on le voit, il chante, il lit des bandes dessinées pour enfants, bref, il est redevenu lui-même, il lâche toute la pression accumulée, tout ça, ça disparaît. Alors, je ne peux pas affirmer quel est le grand pourquoi de Carlsen. Je lui demanderai la prochaine fois que je le croise. Mais en tout cas, il prend son pied. Il va dans les profondeurs de son esprit. Il écoute son intuition et il prend un putain de plaisir à jouer. Ce qu'il n'avait pas dans les 4 premières parties. Donc, il a réussi à se reconnecter à ce qui l'animait. Et il a battu le champion du monde. Aujourd'hui, en 2021, Magnus Carlsen est toujours le champion du monde. L'anecdote, elle date de 2013. Depuis, il gagne. On parle de lui comme le meilleur joueur d'échecs de tous les temps. En tout cas, comme l'un des meilleurs, ce n'est pas le meilleur. Voilà, imaginez, le type, il a dominé le game à 22 ans. Qu'est-ce que tu fais après de ta life, hein? Bon, alors je me doute que vous visez moins haut que les championnats du monde. Néanmoins, qu'importe ce que vous visez, si vous n'êtes pas connecté à ce qui vous anime, vous n'irez pas loin et vous n'aurez que peu de plaisir. Se connecter à ce qui vous anime. Donc, voyons maintenant comment vous pouvez vous connecter à cette chose qui vous anime. Alors, est-ce que vous êtes prêts à faire cette expérience avec moi? Si oui, continuez la vidéo. Sinon, je vous propose de vous mettre au tricot. Pourquoi pas? Si vous êtes prêts à faire cette expérience avec moi, je vais vous demander de prendre un peu de temps pour réfléchir et répondre à quelques questions. Prenez votre temps, mais n'essayez surtout pas de vous auto-analyser ni de contrôler ce que vous écrivez. Vous écrivez sans filtre, rien n'est gravé dans le marbre. Parlez de votre ressenti, de vos émotions. Ne restez pas en surface. Je vous conseille de répondre à ces questions dans un carnet, afin de garder une trace. Et en plus, les études montrent que d'écrire à la main augmente la charge émotionnelle. Mais vous pouvez aussi tout simplement le faire dans un traitement de texte, dans un document, sur l'ordinateur. Alors, prêt? Ces différents points. Premier point. Vous allez décrire le plus précisément possible la meilleure partie d'échecs que vous puissiez jouer. La meilleure partie d'échecs que vous puissiez jouer. Donc vous notez vos ressentis, les émotions que vous ressentez pendant la partie, la part d'incertitude. Voilà, qu'est-ce qui vous fait un peu frissonner? La meilleure partie d'échecs, numéro 1. Numéro 2, le meilleur tournoi que vous puissiez jouer. Donc l'ambiance, le lieu, le décor, les rencontres, le rythme. Si vous ne comptez pas jouer de tournoi dans la vraie vie, ça peut être un tournoi sur internet. Ce serait quoi l'ambiance, etc. Passer une après-midi à jouer, tournoi, voilà, est-ce que vous avez votre bol de chips, comment vous êtes assis, comment vous vous sentez, bref, tout ça. Troisième point, vous décrivez la pire partie que vous puissiez jouer. Même chose que pour le 1. Le 1, c'est la meilleure partie, là, la pire partie. Qu'est-ce qui fait que ça vous dégoûte, que vous n'avez pas de plaisir, au contraire, un déplaisir. Quatrième point, le pire tournoi que vous puissiez jouer. Et enfin, cinquième point, très important. Je vous conseille de faire ces points-là dans l'ordre. Mettez sur pause la vidéo, de répondre, continuez. Vous vous rencontrez vous-même à 20 ans. Ou alors à 15 ans si vous avez moins de 25 ans. Vous rencontrez vous-même, 20 ans, mais vous n'avez jamais appris à jouer aux échecs. Vous voulez vous convaincre, cet autre vous, de vous mettre aux échecs. Qu'est-ce que vous lui racontez? Pensez à dire quelques mots, d'abord pour expliquer ce que sont les échecs. C'est intéressant, définir les échecs, le jeu d'échecs en une phrase. Et puis voilà, pourquoi vous devriez vous mettre aux échecs. Ok? Bon, déjà, tout d'abord, bravo à vous de vous être prêté au jeu. À ce stade-là,
vous devez déjà avoir une vision un peu plus claire de ce qui vous anime. Alors je le répète, rien n'est gravé dans le marbre. Donc, pas de pression, pas besoin d'avoir des réponses parfaites. On veut juste avoir quelque chose d'assez clair pour avancer sereinement. En regardant les différentes réponses, tiens, il y a des choses que certainement vous n'avez pas conscientisées avant de pourquoi vous aimez jouer aux échecs. Ça vous semble peut-être évident et en même temps, je vous le garantis, d'une personne à une autre, les réponses sont vraiment très très différentes. Bon, passons à la suite. Avez-vous déjà réfléchi au niveau que vous souhaitez atteindre? Peut-être que oui, peut-être que non. C'est probable que ce soit assez flou et c'est bien normal. Cependant, pour passer à la suite, je vais vous demander de faire un effort d'imagination. Vous êtes toujours avec moi? Ok. Alors voilà ma question. Quel est le niveau que vous souhaitez atteindre? Allons plus loin dans la visualisation. Quels sont les avantages d'atteindre ce niveau? Qu'est-ce que cela représente pour vous? Encore une fois, soyez plutôt dans le ressenti, plutôt dans l'émotion. Souhaitez-vous devenir le plus badass de vos potes pour séduire la fille de vos rêves? Faire la fierté de votre famille? Pouvoir ajouter sur votre CV maître d'échecs ou fort joueur amateur? Alors je suis sûr que vous allez trouver quelque chose. Sinon vous ne seriez pas là pour suivre cette formation. Vous n'allez pas investir du temps, de l'argent, de l'énergie, de l'attention, si ça n'a aucune importance pour vous de progresser. Bon, donc il y a ce pourquoi il faut le rendre un peu plus conscient, un peu plus clair. Donc, ne vous jugez pas, il n'y a pas de mauvaise réponse, il n'y a pas de bien, de mal. Passons maintenant à la dernière partie de ce cours. Je vous avais prévenu, c'est un cours assez costaud et qui peut faire remuer pas mal de choses en vous. En mettant en plus sur pause la vidéo, en réfléchissant. Voilà. Mais c'est nécessaire, parce que ici, on ne fait pas de tricot chez mamie. On fait des échecs badass. Je vais vous partager un outil. Maintenant, pour vérifier que votre objectif est bien le bon en ce moment. Donc, si arrivé à ce point de cette vidéo, vous n'avez pas d'objectif clair, parce que c'est encore trop tôt, parce que ça ne vous parle pas, parce que vous ne voulez pas vous mettre de pression, pas de souci. Écoutez tout de même la suite de la vidéo, gardez cet outil en tête pour plus tard, il vous servira. Vous pouvez très bien vouloir juste kiffer de progresser pour le moment, et c'est ok. Vous pouvez vous positionner plus tard. Mais si vous avez un rêve qui vous titille, voici l'outil fantastique, j'ai nommé le SmartF. Donc, vous avez votre objectif, on va passer votre objectif au SmartF, comme des tamis. Alors, SmartF. D'abord le S de SmartF, spécifique. Est-ce que votre objectif est spécifique? Là, est-ce qu'il concerne quelque chose de précis, le jeu d'échecs? Bon, juste là, c'est bon, a priori, il est spécifique. Est-ce qu'il est mesurable? Par exemple, vous voulez atteindre 1500 Elo sur tel site ou en vrai, Elo Feed. Ok, 1500 Elo, c'est mesurable. Progresser aux échecs, c'est pas mesurable, vous l'aurez jamais atteint en fait. Vous pouvez toujours progresser plus. Est-ce qu'il est ambitieux? SmartF, spécifique, mesurable, ambitieux. Pour être motivé, il faut que cela vous fasse vibrer. Il faut être ambitieux. Mais SmartF, on a le R, réaliste. En même temps, il doit être réaliste. Si vous préparez votre thèse, si vous venez de mettre au monde des triplés, et si vous gérez la campagne de communication de la trilogie Camelot, c'est pas sûr que ce soit très réaliste, en plus de vouloir devenir grand maître d'échecs. Ambitieux, réaliste, il y a une balance à trouver. SmartF. Ensuite, on a le T pour temporel. Votre objectif est-il défini dans le temps? En fait, désolé de vous l'apprendre, mais votre cerveau est idiot. Il ne peut pas fonctionner dans un monde abstrait de poètes, je ne sais trop quoi. Il faut que ce soit défini. Si vous dites à votre cerveau, tel jour, telle date, vous devez atteindre tel objectif, ok, à partir de là, on peut construire quelque chose. Si c'est quelque chose de flou, ça va rester quelque chose de flou. Et on voit ces gens qui pendant des années ont un rêve, je vais un jour écrire un roman. Bah oui, un jour. Voilà, donc un jour, c'est pas aujourd'hui. Temporel. Ensuite, SmartF, on a le E pour écologique. Écologique. L'écologie, c'est l'étude d'un milieu, des interactions dans un milieu. Donc là, écologique, c'est vraiment au sens premier. Est-ce que vous tenez compte de votre environnement? Si vous comptez faire le tour du monde en famille avec vos 7 enfants, pas sûr que tout le monde va vous laisser devenir champion d'échecs. Trouvez le temps pour ça. Ok, de écologique, tenir compte de son environnement, de ce qui se passe là actuellement. Et enfin, SmartF, on finit par le F
extrêmement important pour fun. C'est une évidence, mais on ne sait jamais. Si votre objectif n'est pas très fun, vous ne tiendrez pas. Oubliez la culture judéo-chrétienne. Trouvez des choses qui vous font vraiment plaisir. C'est pas un no pain, no gain. Voilà, ça se fait pas. Non, trouvez des choses qui, à vous fait plaisir. Voilà, SmartF. Je vais vous donner des exemples d'objectifs. Alors, ce ne sont que des pistes. Vous pouvez en utiliser un, mais alors il va falloir vous l'approprier et le faire passer à travers le SmartF. Si on fait passer l'objectif à travers le SmartF, il devient extrêmement spécifique, extrêmement individuel. Ok ? Et évidemment, vérifiez qu'il a du sens par rapport à ce qui vous anime. Tout ce que vous avez fait avant, il faut bien que ça serve. Donc, par exemple, ça peut être atteindre 1500 Elo sur le site du jeu en ligne Lichess. Précis, pof. Ok, passez 10 000 heures à vous entraîner. Ça, ce genre d'objectif, c'est assez intéressant parce que 10 000 heures, c'est plutôt balèze, mais c'est assez intéressant parce que moi, c'est mesurable. Vous ne pouvez pas rater. Atteindre 1500 Elo, ça dépend aussi un peu des autres. Atteindre 10 000 heures, le chrono tourne, ça ne dépend que de vous. Par exemple, un autre type d'objectif, ce serait d'être capable d'affronter 10 joueurs en même temps, ce qu'on appelle une simultanée. Ou alors faire une partie d'échecs en aveugle. Vous ne voyez pas l'échiquier, on vous dit telle personne joue pion en E4, vous répondez pion E5, etc., etc. Ça peut être de battre une personne précise. Ça peut être le fait de pouvoir apprendre les échecs à votre enfant. Ou alors encore, des choses très très précises, être le spécialiste de telle ouverture. Vous voulez vraiment être le spécialiste de la carocane ou de telle ténine de jeu que tout le monde craigne vos sacrifices. Il y a des joueurs célèbres, des champions du monde, voilà, ils étaient connus, Tal par exemple, pour des sacrifices, des trucs de dingue. Il y a vraiment une histoire de personnalité sur l'échiquier. Donc les meilleurs objectifs sont ceux qui ne dépendent que de vous. Ça peut être une piste, hein. Je parlais avant du fait d'atteindre les 10 000 heures pour vous entraîner. Ça peut être pas mal. Après, d'autres ont plus besoin d'être mis en confrontation avec les autres. Donc votre objectif ne dépend pas que de vous. C'est un peu à vous de gérer. Voilà, atteindre 1500 Elo en 3 mois, par exemple, c'est temporel, défini dans le temps. Ça dépend de plusieurs facteurs extérieurs. Donc, à voir. Est-ce qu'on prend ce risque-là? Ou est-ce qu'on se dit, passer 10 000 heures à travailler les échecs, à étudier? À vous de voir. Vous êtes grand, hein. C'est à vous de choisir ce qui vous correspond. Vous connaissez bien mieux que je ne vous connais. Bon, respirons. Nous arrivons maintenant à la fin de ce cours. Donc bravo à vous. Vous pouvez être fiers de vous. Soyez fiers de vous. C'est à chaque fois un pas que vous faites pour construire le joueur ou la joueuse que vous pouvez être, que vous souhaitez être. Et clairement, vous n'êtes pas là pour vous faire tourner les pouces, mais je pense que maintenant vous l'avez bien compris. Donc bravo. Bravo. N'hésitez pas à visionner à nouveau cette vidéo. Vous avez là tous les indices pour comprendre pourquoi vous êtes ici. Relisez vos notes de temps en temps, surtout si vous avez du mal à trouver la force de vous y mettre, de vous entraîner. Écrivez votre objectif en gros, accrochez-le au-dessus de votre bureau, je sais pas, que ce soit visuel. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez m'envoyer ce que vous avez produit lors de ce cours. Je vous ferai un petit retour, c'est toujours sympa. Sur ce, je vous dis à très vite.